bonjour, vous avez vu qu'il y a une rétrospective Burt Lancaster en ce moment. Je viendrai certainement pour voir au moins le guépard. Le guépard et puis Violence et Passion, je pense. Oui. Je sais pas, et ça va être diffusé. Je crois qu'il y a des documents à l'entrée. D'accord. Voilà, ben on se met là. On se met là. Très bien. Eh bien, bonjour René de Sicati et merci d'être venu au MacMahon. Moi, je suis très heureux. Parler de vos livres et de votre carrière. Voilà. Alors, quand je parle de votre carrière, c'est que vous êtes très connu. Vous êtes, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pourquoi, mais enfin, vous êtes surtout associé au cinéma italien, mais pas seulement. Et c'est là qu'on va découvrir avec vous tout vos talents. Alors nous sommes au MacMahon. Bien sûr, ça vous évoque un courant de critique qui s'appelait le MacMahonisme. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce mouvement et sur non, pas vraiment, cette époque? Non, pas vraiment. Vous savez, moi, le MacMahon, c'est lié à mon arrivée à Paris dans les années 70, où je venais très souvent avec mon frère voir des films, puisque c'était une des vocations de ce cinéma d'avoir de projeter des films décalés par rapport à l'actualité, des films du patrimoine du cinéma. Donc je suis venu très très souvent ici. Oui. Voilà. Et alors actuellement, comme on le disait en entrant dans la salle, il y a une rétrospective sur Burt Lancaster, oui, bien sûr. Voilà, c'est le titre même de l'acteur qui était attaché à la fois à un cinéma commercial mais de très grande qualité, et bien sûr un cinéma beaucoup plus, un cinéma d'auteur. Hein, donc, et puis bon, son passage à l'Italie a été tout à fait spectaculaire, hein, puisque il a incarné deux personnages fondamentaux dans le cinéma de Visconti, et en plus. Et finalement, il avait la charge lourde de représenter Visconti lui-même, en tous les cas, c'est certain, dans Violence et Passion. Puis vous me disiez aussi, en entrant en off, qu'il y allait avoir une rétrospective Greta Garbo à la Cinémathèque française, et ça aussi, c'est quelque chose, enfin, c'est une star qui vous touche, parce que vous avez écrit également sur elle. Oui, j'ai écrit sur elle il y a 15 ans, enfin un peu moins, un livre qui s'appelle Un renoncement, et parce que j'avais retrouvé un peu par hasard les archives d'un projet de film qu'elle devait faire avec Max Ophuls, et puisque justement c'est l'amitié de Dominique Delouche qui nous réunit, et donc Max Ophuls est bien sûr un cinéaste que j'aime beaucoup, et il devait donc tourner avec elle une adaptation de La Duchesse de Langeais. Et on s'aperçoit que Garbo, on a toujours dit qu'elle avait refusé après l'échec de La Femme aux deux visages. Elle avait décidé de cesser complètement de faire du cinéma. En réalité, c'était pas vrai. Elle espérait retourner. C'était plutôt la Metro-Goldwyn-Mayer qui n'avait plus confiance en elle. Elle était sous contrat. Elle était sous contrat, bien entendu. Exclusif. Et donc, et comme tout ça c'est produit en pleine guerre, hein, puisque le film de Cukor est sorti vraiment au lendemain de Pearl Harbor. Donc ça a été dramatique aussi pour des raisons politico-économiques, disons. Et donc elle voulait faire ce film, et j'ai appris donc que les archives de préparation du film se trouvaient dans une université américaine, Madison, où Walter Wanger, qui était le producteur de Garbo après la mort d'Irving Thalberg, avait réuni absolument toutes ces archives de préparation, y compris les agendas de Garbo, toutes les notes d'hôtel, enfin bon, et bien sûr, pour ça c'est secondaire, mais surtout les différents scénarios de préparation, tous les contacts que la production avait pris avec les autres, avec les partenaires, dont James Mason, qui donc devait être le partenaire de Garbo. Bref, et j'ai écrit un livre sur ces archives, sur ce film, et du coup sur toute la carrière de Garbo. Et finalement, je réédite là le livre aux éditions Grémese, qui est un éditeur de cinéma, et j'ai restructuré mon livre sous la forme d'une biographie plus classique, disons. Le contenu est le même, mais la chronologie est plus progressive et plus classique.
Voilà, et donc il se trouve qu'il y a une rétrospective Garbo, ce qui a accéléré la réédition de mon livre, et je vais présenter le 9 mai, c'est-à-dire un samedi, je vais présenter Comme tu me veux de George Fitzmaurice, qui était une adaptation, la première adaptation cinéma d'une pièce de Pirandello, très intéressante d'ailleurs. Et je retourne le 17 mai pour présenter la première version d'Anna Karénine de Garbo, puisqu'elle a fait 2 versions, une version muette et une version parlante. Et voilà. Et donc j'espère qu'à ce moment-là, le livre, la réédition de mon livre sera là. Mais Garbo a été pour moi un sujet extrêmement passionnant. Et en même temps, enfin, c'est pas uniquement la très grande star, enfin, un phénomène d'ailleurs mondial assez irrationnel qui a entouré sa carrière, mais aussi un personnage très intéressant parce qu'elle a beaucoup critiqué Hollywood, en fait. C'est quelqu'un qui était, au fond, elle s'est prêtée à sa carrière, mais au fond, elle n'aimait pas le cinéma, contrairement à Marlène Dietrich, elle n'a pas fait vraiment de grands chefs-d'œuvre. Elle a fait des films qui ont été très très frappants, hein, comme le roman de Marguerite Gauthier ou La Reine Christine. Mais jamais on dit c'est un chef-d'œuvre, alors que pour Marlène, elle a fait effectivement les chefs-d'œuvre de Sternberg. Donc on compare beaucoup leurs 2 carrières et celle de Marlène, au fond, était une extraordinaire réussite, bien sûr, pour les 7 films qu'elle a fait avec Sternberg, mais aussi elle a fait une carrière de musical. Enfin bon, c'est un personnage réussi sa carrière, et elle a fait les films d'Orson Welles. Enfin, elle a fait d'autres chefs-d'œuvre, alors que c'est pas le cas de Garbo. Garbo a été sollicité par Ingmar Bergman, qui voulait faire le silence avec elle, et d'ailleurs Sonate d'automne aussi, mais bon, elle ne l'a pas fait. Et puis, il y avait Visconti, justement, parce qu'on parlait de Visconti, qui espérait la faire venir dans sa production jamais réalisée, qui est La recherche du temps perdu, où elle devait faire la Reine de Naples. Et donc, Garbo est un mythe, au fond, de films qui n'ont pas été faits. Oui, alors justement, puisqu'on parle de la Cinémathèque, avec cette rétrospective Garbo qui est jusqu'à la fin mai. Normalement du 6 mai, je crois, au 24 mai, et c'est une rétrospective pratiquement intégrale. Il y en a eu une à New York il n'y a pas très longtemps, en février, mais elle n'était pas du tout intégrale, alors que là, c'est quasiment la totalité des films muets et parlant de Garbo, sauf bizarrement, il n'y a pas le premier de Stiller, la saga de Gösta Berling, mais il y a quand même Rue sans joie de Pabst, qui est un film muet, qui est le 2e film de Garbo, donc jusqu'à la fin. Donc c'est une rétrospective absolument à ne pas manquer, parce que finalement c'est très rare de voir les films de Garbo en plein écran. Alors merci de cette précision très utile, mais en fait moi j'ai épluché toutes vos œuvres. À aucun moment vous n'avez parlé de Marilyn. Vous savez qu'il y a l'exposition à la Cinémathèque sur Marilyn Monroe. Donc vous avez parlé pas de toutes les stars, mais justement de Greta Garbo, de Marlène Dietrich. Où placez-vous Marilyn? Marilyn, j'ai écrit sur elle, en fait, mais pas de livre, pas de livre. J'ai écrit sur elle il y a pas très longtemps parce que Isabelle Adjani, voilà, j'allais en parler après. Voilà. Parce qu'Isabelle Adjani, avec qui j'ai travaillé au théâtre, pas au cinéma, mais au théâtre, pour La Dame aux Camélias, a fait un spectacle avec son ami Olivier Steiner, qui s'appelle Le Vertige Marilyn. Elle a écrit un livre d'ailleurs. Voilà, et après c'est devenu un livre. Oui, je l'ai lu d'ailleurs. Oui. Voilà. Et qu'elle a d'ailleurs extrêmement bien préfacé elle-même. Et donc j'ai été très très frappé. Ils m'avaient invité tous les deux pour la première de ce spectacle, qui est donc l'évocation des derniers jours de Marilyn, à partir d'interviews qui ont été faites à ce moment-là. Et bon, c'est sur sa mort.
Et Isabelle Adjani faisait un parallèle, évidemment, entre sa propre carrière et la carrière de Marilyn, son rapport aux médias qui est assez similaire, sa crainte. Donc, il y a une espèce d'identification très forte qui a été faite entre les deux. Pourtant, bon, c'est la brune et la blonde, elles sont différentes, bien entendu. Et j'avais été très, très ému par ce spectacle, et qu'elle a repris après plusieurs fois, d'ailleurs même à la salle Play, enfin dans plusieurs endroits spectaculaires. Elle a même, ils l'ont même fait aux États-Unis. Donc, et alors à ce moment-là, j'ai écrit, un peu dialogué avec Olivier Steiner et Isabelle Adjani à propos de Marilyn. Donc, bien sûr, mais bon, le problème de Marilyn, c'est que en dehors de ces films extraordinaires, et c'est que bon, elle a été liée à la vie politique américaine. Il y a eu le problème de son suicide, qui est probablement un meurtre. Donc, il y a tout cette énormité qui a entouré le personnage. Mais bien sûr que c'est un personnage absolument extraordinaire. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. D'ailleurs, dans l'expo, on voit Isabelle Adjani en Marilyn. Ah oui, dans des extraits du spectacle, j'imagine. Oui, enfin non, pas du spectacle, une photo. Bon, parce qu'il passe en revue. Ah oui, elle a porté la même robe. Voilà. Oui, la robe de Dior. En effet, elle a fait un service photographique. Elle a hésité d'ailleurs à se mettre en blonde ou garder sa couleur naturelle. Et finalement, elle est mieux en brune parce que. Oui, elle a gardé les. Il vaut mieux qu'elle soit elle-même. Oui. Oui, parce qu'après, elle a aussi une image. Bon, alors, on va pas passer toutes les stars en revue, mais il y a quand même Maria Callas. Alors Maria Callas, c'est autre chose parce que bon. C'est comme ça que vous avez connu Pierre Mickiewicz, peut-être, non? Non, on s'est connus bien avant. On était très jeunes. Hein, quand on s'est connus, on était tous les deux étudiants. Hein, donc il y a longtemps. Mais bien entendu qu'on a parlé de Maria Callas déjà parce que c'était une passion de Pierre et de manière générale le chant, puisque lui-même chantait d'ailleurs à ce moment-là. Et oui, Maria Callas, bon, j'ai toujours été passionné par le chant lyrique et par elle en particulier. Et puis l'autre lien, c'est Pasolini en fait. C'est surtout pour Pasolini que j'ai parlé de Maria Callas, parce que bon, il y a eu ce film Médée extraordinaire qui a correspondu à une rencontre particulièrement intense entre deux, parce que Maria Callas venait de rompre avec, malgré elle, avec Onassis, qui épousait donc Jackie Kennedy. On revient au Kennedy. Voilà, on revient à la politique américaine. La politique américaine, surtout à l'époque de Kennedy, était très très liée au monde du spectacle. Et de son côté, Pasolini avait rompu, si on peut dire, il n'a pas complètement rompu non plus, avec son compagnon, Ninetto Davoli. Et donc, il y a une espèce de parallélisme entre deux qui avaient l'impression d'être abandonnés par leur lien sacré avec le réel, avec Callas en plus qui perdait sa voix. Donc, c'était une autre tragédie. Et ils ont eu l'idée, enfin, c'est Pasolini qui a eu l'idée de faire ce Médée extraordinaire. Et alors, le rapport de Maria Callas au cinéma est étonnant là aussi, parce que ça a été une suite de refus. Innombrables ont été les cinéastes qui ont proposé à Maria Callas de faire du cinéma. Il y a eu Joseph Losey, Visconti bien entendu, Zeffirelli, John Huston lui avait proposé le rôle tenu finalement par Ava Gardner dans la Bible. Donc beaucoup de gens, il lui avait proposé également Boom, Joseph Losey lui avait proposé Boom, et elle a toujours dit non, et même Dreyer. Donc ça veut dire qu'il y avait Callas fascinait bien sûr les cinéastes, c'est tout à fait normal. Elle était une actrice hors pair sur scène, et puis elle était très spectaculaire. Et puis donc elle a fait ce film et terrible, parce qu'au fond, je dis toujours de voir la version anglaise s'il y a deux versions, une version anglaise et une version italienne doublée, parce que la version italienne de Médée est doublée. Et donc, c'est assez artificiel, parce que ce n'est pas la voix de Callas, c'est une voix de doubleuse, alors que la version en langue anglaise est la voix de Callas, et c'est incomparable d'un point de vue dramatique, les deux. Et donc, il faut voir, parce que c'est en effet une
extraordinaire actrice, Maria Callas. C'est une tragédienne, quoi. C'est une tragédienne. Une Même tragédienne. sa donc, vie est une tragédie, hein, c'est... il y avait une identification entre sa vie et sa présence sur scène. Enfin bon, c'est pour ça que sa vie personnelle est extrêmement intéressante et a inspiré tant de gens. Hein. Moi, je suis de ceux qui aiment plutôt le film, le film chélien sur elle. Hein, Ben voilà, j'allais vous en parler. Oui. Comment avez-vous trouvé? Moi, je la trouve formidable. Angelina Jolie, je la trouve extraordinaire. Oui, non, moi aussi. Alors que bon, elle ressemble pas physiquement, pas bien du entendu. tout, mais elle arrive à avoir peut-être pas le même charisme, mais elle a beaucoup de charisme. Et puis le scénario de la Reine est assez habile, je trouve. Oui. Non, la seule chose choquante pour un Parisien, c'est qu'on voit que ça n'a pas été filmé à Paris, c'était filmé, je sais pas, à Budapest. À Budapest, oui. Et donc, évidemment, on voit bien que c'est pas du tout la même architecture, mais bon, après on se laisse prendre. On se laisse prendre par le film. Mais ils ont reconstitué l'appartement pratiquement intégralement. Hein. Oui, l'appartement de la Piémontaine. Mais non, c'est un film qui restitue quand même de manière assez juste. La seule chose qui ne m'a pas convaincu, moi, c'est quand on assiste aux répétitions qu'elle fait avec James Levine. Bon, là, c'est pas une répétition de chanteuse. On voit que c'est quelque chose de très artificiel. Mais autrement, bon, l'aspect tragique de Callas est présent. Oui, mais en même temps, on se pose la question, même un biopic, est-ce qu'il a la nécessité d'être réaliste? Non. Donc, pour revenir à un autre moi, biopic que j'aime bien, qui est celui un peu sur le même système de Abel Ferrara sur les derniers jours de Pasolini, enfin la dernière journée de Pasolini. Magnifique. C'est un très beau film parce que il a réussi à reconstituer avec Willem Dafoe quand même la présence extraordinaire de Pasolini. Complètement. Il devient... Là, les deux, je trouve qu'ils deviennent les personnages qu'ils incarnent. Hein, oui, mais vraiment, on les rapproche naturellement, ces deux films. Bon, celui de Ferrara a plus de profondeur peut-être, parce que quand même il parle de tout l'aspect politique du meurtre de Pasolini, et aussi il parle de pétrole, enfin avec beaucoup de justesse, il reconstitue des scènes de pétrole. À mon avis, c'est un très bon film. Là aussi, on a reconstitué l'appartement de Pasolini avec tout, hein, les meubles, et moi j'ai été très ami avec Adriana Asti, qui joue alors on allait l'en parler. Oui, on va en parler, parce que Adriana Asti donc était très amie de Pasolini, puisqu'elle avait épousé en première noces un ami d'enfance de Pasolini, Fabio Mauri, et elle connaissait très très bien Pasolini, sa mère, et elle joue le rôle de la mère dans le film de Abel Ferrara. Et pendant le tournage, elle m'avait appelé, et elle m'avait dit j'ai honte de moi parce que pour la première fois je pleure vraiment pendant un tournage, ce qu'elle ne voulait pas faire. Elle voulait avoir beaucoup de distance avec ses personnages, et elle dit non, là c'est vraiment trop dur, tourner dans le lieu même où Pasolini vivait, jouer le rôle de sa mère qu'elle connaissait très bien en plus. Et elle est extraordinaire en effet. C'est quand même quelqu'un de très important pour la mère de Pasolini était quelqu'un de très important. Bien sûr, c'était la femme par excellence pour lui. Par excellence. Bien, écoutez, merci, mais on n'a pas fini parce que on a beaucoup parlé de grandes figures, de stars, on va dire, de divas même. Et alors, j'ai découvert, je le savais que vous étiez, ça je l'ai pas découvert, que vous étiez traducteur spécialiste de l'italien, de l'Italie, mais j'ai découvert que vous aviez traduit et même co-traduit du japonais. Voilà, et nous avons traduit ensemble, donc avec le traducteur avec qui j'ai travaillé pendant longtemps, en traduisant surtout de la littérature japonaise et de la littérature classique et moderne. Nous avons traduit donc un livre remarquable de Shigehiko Hasumi, qui est le grand critique japonais de cinéma et un très grand spécialiste de la francophonie, de la littérature française, grand théoricien aussi, critique, grand théoricien de la littérature classique française. Et donc, il a fait un livre tout à fait remarquable sur Ozu, que nous avons traduit pour les Cahiers du cinéma il y a déjà une trentaine d'années.
et où il explique à la fois la technique d'Ozu, c'est bien sûr son rapport avec la littérature, parce que Ozu a traduit beaucoup a adapté au cinéma beaucoup d'écrivains, de grands écrivains japonais. Son rapport, bien sûr, avec la grande star qu'on appelle parfois la Greta Garbo, justement, japonaise, Setsuko Hara, qui avait un rapport avec Ozu et avec l'autre grand japonais, Naruse, très très particulier, si bien que quand Ozu est mort, Setsuko Hara a arrêté complètement le cinéma, alors elle avait plus ou moins le même âge que Garbo quand Garbo a arrêté, et elle s'est réfugiée toute seule à Kamakura, où elle habitait, donc près de Tokyo, où elle n'a plus jamais voulu donner d'interview, plus jamais fait de film, enfin voilà. Donc il évoque, bien sûr, Shigehiko Hasumi évoque l'œuvre de Ozu, qui est une œuvre absolument extraordinaire, comme celle de Naruse. Moi, je les mets au même plan. Merci. Alors, nous avons un petit point commun, c'est que nous avons fait tous les deux philosophie. Vous avez fait des études de philo, vous avez écrit une thèse qui est apparemment en lien avec la psychanalyse. Oui, c'est ça. Oui, enfin, excusez-moi. Oui, c'est pas ma thèse, c'est mon mémoire. Ah, c'est un mémoire de maîtrise. Mon mémoire de maîtrise sur Binswanger, oui, voilà, qui a été le psychanalyste, le psychiatre même de Nijinsky, et qui était un psychiatre tout à fait particulier, non normatif, assez critique de l'œuvre de Freud, mais en même temps, enfin, très très proche de Heidegger, puisqu'il était inspiré surtout par la phénoménologie. Et oui, j'ai fait en effet mon mémoire, parce qu'en fait, j'essayais de me détacher de la philosophie trop conceptuelle, trop abstraite, et j'avais besoin d'un cas, enfin une sorte d'application de la philosophie dans un champ qui est inhabituel, qui était la psychiatrie. Et puis après, j'ai encore fait le pas supplémentaire qui était de faire ma thèse, là, pour le coup, sur Violette Leduc. Voilà, Violette Leduc, dont vous avez, écrit le scénario du film qui s'appelle Violette et qui est sorti... de Martin Provost, oui. Voilà. Parce que ce qui s'est passé, d'ailleurs, je vois demain Martin, parce qu'on est restés très amis depuis. Et oui, Martin Provost, en fait, était venu me voir pour me proposer un livre. Quand, aux éditions du Seuil, il avait écrit un livre sur la mort de son frère, mort accidentelle, et qui est une tragédie. Donc il m'a donné ce livre, et puis il était en train de préparer à ce moment-là son film auquel il doit un très grand succès, qui est Séraphine de Senlis. Oui, je connais. Oui. Et j'avais dit, avec Yolande Moreau, voilà. Et il est en train de préparer le film, et je lui ai dit à ce moment-là, mais vous savez que il y avait un écrivain qui a écrit des choses très très belles sur Séraphine de Senlis, c'est Violette Leduc, qu'il ne connaissait pas. Et donc, je lui ai fait lire Violette Leduc, d'abord le texte sur Séraphine, et puis après Violette, et puis après le succès de Séraphine, il m'a dit, est-ce que tu n'as pas envie de faire avec moi le scénario de Violette? On pourrait faire un film ensemble. Enfin, lui, le réalisant, bien entendu. Et donc, j'ai eu cette aventure de faire un scénario avec lui pour un film qui a abouti, parce que j'ai écrit beaucoup de scénarios avec Alfredo Arias, qui est un dramaturge. Non, mais c'est... Oui, et ça n'a pas abouti. Et alors que avec Martin, ça a abouti. C'était absolument passionnant. Bon, avec la difficulté pour un écrivain d'écrire des scénarios. Ça, Moravia l'a écrit et me l'avait dit personnellement. Pour un écrivain, c'est très très frustrant d'écrire un scénario, parce que il dit on est comme la gouvernante d'un bébé ou la nourrice d'un bébé, on s'occupe du bébé les 3 ou 4 premières années, puis après l'enfant vous échappe. Et c'est exactement l'impression, en effet, qu'on a pour le scénario, parce qu'on prépare, on rêve des scènes, et puis finalement, le producteur s'en mêle, le distributeur s'en mêle, les acteurs s'en mêlent. Et donc, évidemment, il y a une évolution du scénario, il y a d'autres impératifs. Le cinéaste, bien entendu, peut avoir d'autres impératifs. Voilà, mais finalement, le film est ce qu'il est. Moi, je trouve il est très émouvant, très réussi. Je savais que
que Martin, qui a une extraordinaire sensibilité esthétique pour la nature, saurait rendre un des aspects de Violette, qui était sa perception de la nature. Et toute la partie du voyage vers le sud dans le film, je trouve, est une très très grande réussite. C'est pas la seule réussite, à mon avis, de ce film, mais c'en est une. Donc ça a été une expérience très importante pour moi de travailler avec lui. Et puis pour un écrivain, vous savez, bon, avoir une réalité cinématographique, c'est autre chose. C'est brusquement une approche autre du réel, quoi. Alors il y a cet aspect, et le cinéma qui est très important pour vous, puisque les gens ne savent pas, parce que vous êtes une constellation, il y a tellement d'aspects dans votre œuvre. C'est aussi que vous avez travaillé chez Gallimard, puis après vous avez été directeur d'une collection, ou directeur donc au Seuil, et vous êtes l'éditeur donc d'Édouard Louis, justement pour voilà. Et donc il y a une adaptation que vous deviez faire de son roman et qui a été réalisée par quelqu'un d'autre. Oui, en effet. Donc j'ai publié parmi d'autres écrivains, donc Édouard Louis qui m'avait envoyé son manuscrit, le premier, En finir avec Eddie Bellegueule, livre qui a eu un immense succès, et il y a eu immédiatement beaucoup de propositions d'adaptation cinématographique, et une des personnes qui s'était proposée et que désirait d'ailleurs Édouard était André Téchiné. Et André Téchiné, j'avais été en rapport avec lui à travers un médecin qui était un ami commun de André Téchiné, de moi, qui s'appelle Jacques Lebovitch, qui était le compagnon de Carole Bouquet. Et Jacques Lebovitch, je le connaissais parce que j'avais écrit sur le sida, et que lui-même est un des pionniers de la lutte, des différents protocoles. J'avais conseillé à Isabelle Adjani de jouer Adolphe, et donc j'avais dit il faut qu'on propose à André Téchiné. Et André Téchiné était intéressé, mais il voulait complètement transposer Adolphe au Maroc. Il était passionné par le Maghreb, mais il voulait complètement faire une version moderne d'Adolphe. Isabelle n'a pas voulu. Et donc elle s'est adressée à Benoît Jacot. Et Benoît Jacot, en fait, avait son propre adaptateur, scénariste, et donc moi je suis sorti du projet. Bref, c'était une première approche de André Téchiné, et puis là, André Téchiné m'a demandé si ça m'intéressait de faire le scénario d'après le roman les mémoires en plus de Édouard. Et j'étais gêné à double titre. J'étais gêné parce que j'étais son éditeur, ça devenait une relation un peu compliquée, et j'étais gêné aussi parce que je ne suis pas du tout d'origine populaire, sous-prolétaire ou prolétaire comme Édouard. Et donc je savais, pour avoir travaillé avec Martin pour le scénario, que on demande aux scénaristes d'être extrêmement réalistes, d'être très précis, non seulement dans les dialogues, mais même dans le décor, dans tout ça, que je n'aurais pas eu naturellement dans un milieu que je ne connais pas, que je peux découvrir par les livres. Et donc j'ai dit, je suis pas la personne adaptée, vous voyez, et puis même pour le langage et tout. Et donc il fallait trouver quelqu'un d'autre. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait, ça devait être Siama qui devait faire le scénario finalement, puis elle ne l'a pas fait, et donc c'est passé dans les mains de Anne Fontaine, qui a fait une version que moi je trouve pas très bonne, et qui a adapté de plus que le livre de Édouard. Elle a adapté également le reste de la vie d'Édouard, et finalement ça s'est mal terminé parce que on a demandé, Édouard et l'éditeur lui-même, les éditions, d'enlever le nom d'Édouard pour le film Marvin, qui bien sûr est inspiré d'Édouard Louis, mais qui donne une image qui n'est pas tout à fait juste. C'est vrai que c'est pas facile à adapter. C'était très difficile parce que c'est une question de langage aussi,
et de dureté de rapport, vous voyez. Et donc, c'était trop compliqué parce qu'on tombe dans le pittoresque, anecdotique. Et il aurait fallu Ken Loach, d'ailleurs, qui est devenu d'ailleurs un ami d'Édouard. Il aurait fallu quelqu'un dont Anne Fontaine elle-même est beaucoup trop bourgeoise. Vous voyez, donc il fallait quelqu'un. Annie Ernaux, mais elle n'est pas réalisatrice. Ou Annie Ernaux, qui admire beaucoup. Enfin, c'est d'ailleurs réciproque. Et il faudrait quelqu'un mais même Annie Ernaux ne connaît pas le sous-prolétariat véritable. Oui, puis elle n'est pas scénariste non plus. Puis elle n'est pas scénariste. Mais moi, je pense que Ken Loach aurait été idéal, parce que c'était vraiment le monde auquel il s'intéresse et qu'il sait parfaitement décrire. Alors ça, c'était mon premier étonnement. Il y a un premier étonnement. Le deuxième, c'est que vous travaillez aussi avec l'Amérique latine. Et ça, c'est pas que je pouvais pas le concevoir, mais c'est pas du tout dans la partie de l'iceberg qu'on connaît bien de vous. Oui, mais ça me paraît foufou, ça me paraît... C'est des amitiés et des hasards de la vie, parce que il y a eu 3 personnes qui ont compté énormément dans ma vie et qui viennent d'Argentine. C'est Sylvia Baron-Supervielle, qui est un poète très particulier, qui est d'origine donc argentine et qui vit en France depuis 1960 pratiquement, qui est une grande amie à moi, et Hector Bianchotti, qui d'ailleurs m'a fait rencontrer Sylvia, et qui était donc un éditeur auquel je suis extrêmement redevable, et je viens d'ailleurs d'écrire sa biographie, qui vient de paraître, où je raconte justement toute l'importance qu'il a eu dans ma vie. Et puis la troisième personne, mais alors là, nous avons vraiment collaboré de manière créatrice, c'est Alfredo Arias. Donc Alfredo, lui, j'ai travaillé avec lui parce que j'avais rencontré son acteur principal, qui était Facundo Bo, acteur de théâtre, qui était un ami de mon frère. Facundo m'a dit, tu sais, à ce moment-là, on est devenus assez rapidement amis, on le voyait au théâtre, nous allions voir les pièces d'Alfredo où jouait Facundo, et il m'a dit, Alfredo est en train de préparer une pièce de théâtre qui s'appelle Mortadella, et il a des difficultés à mettre en forme le texte définitif, il le voit visuellement, il sait parfaitement quelle va être la structure musicale, mais il faut qu'il y ait un texte monologué et dialogué. Il cherche un écrivain pour l'aider. Et donc, j'ai vu Alfredo, qui me connaissait parce qu'il m'avait souvent croisé au théâtre. Et donc, on a fait un essai et il a été complètement convaincu. Il a vu qu'on pouvait s'entendre à la fois psychologiquement, relationnellement et intellectuellement. Et donc, j'ai écrit avec lui, bien entendu, enfin là, c'est une collaboration, le texte qui a été créé quelques mois plus tard, c'est un très très grand succès, Mortadella, et ça a tenu plusieurs années avec plusieurs castings, et à partir de là, naturellement, il m'a demandé de collaborer avec lui. Donc j'ai fait beaucoup de choses avec lui. Vous avez même adapté Copie. J'ai adapté 4 chafaces de Copie en français. Nous avions un projet de film sur les escaliers du Sacré-Cœur. Là aussi, voilà, un des scénarios qui n'a pas abouti au film. Et puis, on a fait beaucoup de comédies musicales, dont certaines ont été filmées. Il y a eu des captations. Oui, dont une existe en DVD. Oui, il y a Concha Bonita avec Catherine Ringer qui est en DVD. Et il y en a une autre qui est en... Non, celle qui est en DVD, excusez-moi, c'est... Cinélandia, celle qui est avec Catherine Ringer, Concha Bonita, elle est en VHS encore, donc il n'y a pas de version DVD. On a même fait des adaptations, un film qui devait être fait, puis finalement, Alfredo était très réticent à entrer dans un système de production, disons, commercial ou classique. Et donc, il a fait du cinéma, il a continué à faire des films, Alfredo. Il en avait fait pour la télévision, mais là, il avait fait Bella Vista de Colette, entre autres. Et puis Fuegos, il avait fait un autre film dont le scénario est original.
Et là, il vient de faire des films, disons, expérimentaux, qu'il tourne en Argentine, dont d'ailleurs, à l'automne prochain, ils vont être projetés à l'Arlequin. Il y aura une soirée consacrée aux films expérimentaux d'Alfredo Arias, auquel je n'ai pas collaboré là, et qu'il a tourné en noir et blanc, sur vraiment dans un type d'esthétique très raffiné, mais très expérimental, et qu'il est en train d'ailleurs de terminer. Enfin, il y a plusieurs films qu'il a fait qui sont des moyens métrages. Alors, je ne peux pas abuser de votre temps, mais il y a aussi deux aspects de votre travail qu'on connaît, mais peut-être moins que les autres aspects. C'est le travail de préfacier. Vous avez écrit, dont notamment, vous parliez tout à l'heure de Grémez, mais c'est vous qui avez écrit la préface du Tout sur Visconti. Voilà. Voilà, donc c'est cet aspect. Et vous êtes aussi auteur de, j'ai entendu prononcer le mot autofiction, donc des romans qui vous mettent en partie en scène, c'est ça? Voilà. Oui. C'est deux aspects aussi que j'aimerais bien que vous abordiez. Les préfaces, d'ailleurs, j'ai préfacé un livre très beau de Dominique Delouche. Oui, oui, voilà, oui. Parfois, on me demande des préfaces en général. Mais Fellinienzane, je crois que c'est. Pardon? Mais Fellinienzane. Non, c'est la première place. Non, la dernière place. Ah, la dernière place. La dernière place, excusez-moi. Justement, c'était son autobiographie. Autobiographie, voilà, il m'avait demandé Oui, parce oui, que... oui, excusez-moi, oui, oui. Et Dominique, moi, j'avais énormément aimé 24 heures de la vie d'une femme. J'avais vu beaucoup de films, L'homme de désir, bien sûr. Hein, donc, c'était vous savez, Dominique Delouche, c'était un peu comme, pour moi, comme Guy Gilles. Hein, vous voyez, il appartient à cette catégorie de cinéastes extraordinairement raffinés et lui en plus avec son amitié pour l'Italie et pour Fellini, donc c'était un témoin tout à fait extraordinaire. On terminera sur Fellini. Oui, d'accord. Et donc voilà, et les préfaces, Grémez m'a demandé de faire la préface sur Visconti parce que je connais très bien Jean Gilly qui travaille beaucoup avec Piero Spila aussi. Et Piero Spila, voilà. Et il m'avait déjà demandé de faire la préface de Pasolini. Pasolini, j'ai pas voulu la faire parce que c'était une année où j'écrivais beaucoup sur Pasolini et puis je voulais pas que ma présence, vous voyez, soit invasive. Invasive, exactement. Il y a un moment où on en a assez, on veut entendre d'autres. Oui, on ne dit pas d'autres voix. René voilà. de Secati. Oui, voilà. Et donc c'est un peu gênant parce que c'est un peu contre-productif à mon avis. Vittorio De Sica, j'ai accepté parce que j'avais beaucoup aimé La Ciociara et puis d'autres films, hein, des films Secontini, enfin beaucoup de films. En plus, De Sica, c'est l'Italie en totalité, quoi. Oui, c'est ça qui est extrêmement intéressant. Voilà, ça c'est pour ce qui est des préfaces, mais souvent, ce sont des traductions que je fais, que je préface, bien sûr. Pour ce qui est de l'autofiction, oui, c'est vrai. En fait, même si j'ai écrit des romans, au fond, les textes qui pour moi comptent le plus sont des textes personnels, autobiographiques, où j'essaie de parler de mon travail ou de mon parcours, de mon rapport au Japon, enfin de différents aspects de mon enfance, bien sûr. Et ça reste une chose extrêmement importante. Vous savez, pour moi, le déclic s'est fait quand j'ai écrit L'accompagnement, qui était un livre très particulier, puisque c'est un livre où je parlais de la maladie et de la mort d'un ami qui n'était pas mon compagnon, qui était un ami avec qui j'avais des relations amicales très intenses parce que très professionnelles aussi. C'était Gilles Barbedette qui était un éditeur et un traducteur et un écrivain et qui est mort du sida. Il fait partie de ces victimes terribles parmi les premières et dernières victimes. C'est-à-dire qu'il est mort en 92. 92 est l'année où on a découvert la trithérapie. Et lui a été un des derniers à ne pas pouvoir y avoir accès, et donc il est mort. Et ce livre, pour moi, a été très très important parce que je me suis rendu compte de ce que pouvait ou ne pouvait pas la littérature. Et voilà. Et donc c'est un livre, toujours quand on me demande, des éditeurs étrangers me demandent si vous avez envie qu'un livre de vous soit traduit, je dis toujours L'accompagnement parce que je pense que c'est une chose, c'est un écrit auquel j'attache de l'importance. Voilà.
Indépendamment de moi, hein, c'est-à-dire c'est une sorte de réflexion sur la maladie, sur l'hôpital, sur la dépossession de soi par la maladie et par le traitement, donc qui est un thème, hélas, inépuisable, voilà. Et donc j'ai continué à écrire. On peut aussi reporter sur d'autres maladies, comme le cancer, exactement. toutes ces maladies qui vous rendent victime finalement. Voilà, et d'ailleurs qui vous privent de liberté, de libre arbitre, Et je ne cite pas d'ailleurs, je ne dis pas le sida dans mon livre. Et oui, ce que vous dites est d'autant plus juste que par exemple quand Isabelle Adjani, ou plutôt son agent, m'a demandé d'adapter La Dame aux camélias, c'est parce que elle avait lu par un ami à elle qui s'appelle Franck Joucla, elle avait lu L'accompagnement. Or, vous savez que Isabelle a été liée par la rumeur, à cause de son amitié avec Hervé Guibert. Hein, on avait dit qu'elle avait le sida. Et elle a dû le démentir de manière très douloureuse pour elle, comme si c'était une honte, mais ce n'était pas une honte. Oui. Mais enfin bon, elle démentait en tous les cas un mensonge. Et donc le fait que j'ai écrit ce livre était très important pour elle. Et donc quand on a répété La Dame aux camélias, donc au Théâtre Marigny, elle y pensait beaucoup. Hein. Je veux dire que c'est la tuberculose, bien sûr, Marguerite Gauthier, mais au fond... Mais c'est la maladie terrible de la maladie quoi. honteuse et incurable hein, à ce moment-là. Donc oui, c'était... Après, il y a eu beaucoup plus tard le cancer, et puis dans les années 80, le sida. C'est-à-dire, puis récemment, enfin... dans le genre plutôt burlesque, c'était le Covid. Le Covid, oui, mais ça, c'est une grande comédie internationale. Oui, donc, ça, c'est la farce. C'est la farce dont nous avons été tous victimes. Oui. Très bien. Oui. Mais est-ce que vous pourriez me répondre à 3 petites questions ou... Bien sûr. Alors, j'ai vu aussi apparaître le nom de quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Marguerite Duras. Oui. Alors, c'était pas une préface, là, c'était... Non, c'était beaucoup plus, mais alors, Marguerite Duras, en effet, bon, moi, elle fait partie des écrivains comme ça, à la fois qui m'agacent et que je vénère, hein, un mélange des deux. Et j'ai une sorte de fétichisme, comme beaucoup d'admirateurs de Marguerite Duras, pour son œuvre. Maintenant, c'est difficile à suivre, il y a tellement de publications sur elle. C'est devenu quelque chose d'extraordinaire. Et alors voilà, pour Marguerite Duras, il s'est passé une chose assez drôle, c'est que j'avais lu un livre d'un des traducteurs de Hector Bianchotti, italien, qui s'appelle Angelo Morino. Il avait écrit un livre qui s'appelait L'amant chinois, en italien, que j'avais lu, où il racontait que, au fond, peut-être que Marguerite Duras, en parlant de l'amant, enfin du fameux amant chinois de l'amant, parlait peut-être d'une histoire de sa mère, que ça aurait été son père, l'amant chinois, non pas son amant, mais son père, puisque elle a des traits en effet eurasiens qui frappent tout le monde. Marguerite Duras. En fait, non, parce que son père, on s'aperçoit que son père officiel avait déjà des traits eurasiens. Mais enfin bon, bref. Et il parlait d'une interview par une femme qui s'appelle Leopoldina Pallotta della Torre, et interview que je n'avais jamais lue, où elle parlait longuement de son enfance. Et donc, j'ai cherché en vain, le livre avait complètement disparu en Italie, et puis j'ai rencontré une fois une attachée de presse italienne qui avait fait sa thèse sur Marguerite Duras. Il dit « Oui, mais moi j'ai ce livre chez moi, je vous fais la photocopie. » Donc elle m'a fait la photocopie du livre, elle me l'a envoyé, et j'ai cherché la trace de cette fameuse Léopoldine Pallotta della Torre. J'ai fait toutes sortes de recherches. On m'a dit qu'elle était à Lucca. Alors j'ai téléphoné, j'ai cherché des numéros de téléphone sur l'annuaire d'une Pallotta della Torre à Lucca, et j'ai téléphoné, je suis tombé sur la belle-mère de cette Léopoldine, qui m'a dit oui, c'est ma belle-fille, elle a écrit, en effet, c'est une journaliste, elle a écrit avec un livre d'entretien, et donc j'ai fini par joindre cette Léopoldina, qui était stupéfaite, parce que 40 ans après la publication de son livre, un Français l'appelle et lui dit « J'aimerais traduire votre livre ». Et donc j'ai traduit le livre, qui s'appelle « La Passion suspendue ». Et alors donc je l'ai traduit de l'italien, parce qu'elle n'avait plus la bande d'enregistrement en français. Et j'ai essayé de retrouver le ton de Duras en français.
Ce livre a eu beaucoup de succès. Il a été adapté au théâtre par Fanny Ardant. Fanny Ardant, on a fait une version théâtrale et Alfredo Arias, à qui j'en ai parlé, a fait aussi une version théâtrale assez drôle, parce que c'est lui qui fait Marguerite Duras. Ah oui, ça doit être drôle. Hein. Assez drôle et assez poétique, avec Laure Dutilleul qui fait le rôle de Léopoldine. Hein. Mais la pièce a été montée à Montpellier, mais elle n'a jamais été reprise, ce qui est dommage. Voilà, et donc Duras, justement, quand je faisais la Dame aux Camélias, une petite anecdote, je me mettais j'allais pratiquement à toutes les représentations au Théâtre Marigny, et je me mettais sous la scène, parce que on pouvait descendre sous la scène. Là où il y avait le souffleur, quoi. Où il y avait autrefois le souffleur, et je lisais de manière complètement obsessionnelle, je lisais et relisais L'Amant, qui est un des livres que j'ai le plus souvent lu. Et en plus, il y avait un rapport fort entre Isabelle Adjani et Marguerite Duras. Elles se sont bien sûr connues, et parce qu'elle était... Mais bien sûr, oui. À travers Bruno Nuiten. Voilà, à travers Bruno Nuiten. Oui. Et puis bon, elle avait... je comprends que Duras ait été fasciné par Isabelle. Isabelle Adjani avait d'ailleurs assisté en grande partie au tournage du Camion. Oui, puisque bien sûr. C'était Bruno Nuiten. C'était Bruno qui était le Alors, chef opérateur. Je sais pas, il y a 2 petites questions. Quel est votre meilleur souvenir? Bon, je parle sur le plan professionnel, bien sûr. Hein. Pas personnel, mais votre meilleur souvenir, votre plus beau souvenir. Lié au cinéma ou... La littérature, le cinéma, par rapport à votre carrière? Vous savez, bon, il y a une partie égoïste, égocentrique et une partie professionnelle. C'est-à-dire que bien sûr que le plus beau souvenir pour un écrivain, c'est le jour où un éditeur lui téléphone et lui dit « J'aimerais publier votre premier livre ». Hein, donc moi, c'est sûr, oui, moi, inévitablement, ça a été ça. Parce et c'était lequel? C'est un livre qui s'appelle Personne et personnages, qui est un livre qui ne serait jamais publié maintenant, parce qu'il était beaucoup trop... Bon, c'était en 60... il était publié en 79, mais l'acceptation est venue en 77. Hein, donc avant, je partais au Japon à ce moment-là. Et c'était un ami d'amis qui avait donné mon manuscrit aux éditions de La Différence, et c'est Michel Valberg, qui était un écrivain lui-même, qui m'a appelé, il m'a dit j'aimerais, et qui était un des cofondateurs avec son père et Joachim Vital et Colette Lambrix, qui m'ont dit on aimerait publier votre livre, et donc j'étais évidemment très heureux. Maintenant, comme éditeur, si on prend, et puis après bon, il y a eu beaucoup d'événements évidemment très positifs dans ma vie. Comme éditeur, si on pense à des trouvailles, enfin des découvertes. Moi, une de celles, en dehors de Édouard Louis, une de celles dont je suis fier, c'est d'avoir été un des premiers lecteurs de Patrick Chamoiseau. Hein, à ce moment-là, j'étais chez Gallimard et Patrick avait été refusé ailleurs, et il se trouve que c'est moi qui était le premier à lire le manuscrit de son premier livre, et donc je me suis rendu compte que j'étais en présence de quelqu'un d'extraordinaire, qui est resté un ami, et d'ailleurs que je publie maintenant, toujours au Seuil. Mais enfin bon, il y a eu certainement beaucoup d'autres événements importants dans ma vie professionnelle. Ça, j'imagine, oui. Alors pour finir, puisque on l'adore tous les deux, est-ce que vous auriez 1 ou 2 mots sur Fellini? Federico Fellini. Ça, c'est un sujet absolument gigantesque. J'étais en Italie quand j'ai appris sa mort. J'allais prendre l'avion, c'était en octobre 93, et c'était terrible. Et alors, bon, Fellini, c'est lié bien sûr à mes parents. C'est ma mère adorait Fellini. Elle avait été complètement enthousiasmée par, je crois, les Vitelloni, le premier film qu'elle a vu. Et moi, quand j'étais petit, bon, j'ai vu La Strada pratiquement au moment où le film a été est sorti. Hein. Je vivais en Tunisie. Et alors, je pleurais. J'étais tout petit, hein, bien sûr. Et je pleurais. Il fallait m'expliquer que Gelsomina n'était pas un vrai personnage, que c'était un personnage. Mais pour vous dire, voyez, que Fellini était capable de toucher un enfant dont j'avais 5 ans. Quand j'ai vu le film, vous voyez, et qu'un enfant de 5 ans était touché autant qu'un grand cinéphile, ou voilà. Mais après, bon, j'ai suivi bien sûr tout
l'œuvre de Fellini, j'ai vu tous les films, et il se trouve que je suis devenu ensuite ami avec deux proches de Fellini. Un qui est Rita Cirio, qui était sa voisine, c'était la grande critique de théâtre surtout, et elle était sa voisine via Margutta, où il habitait donc près de Piazza del Popolo à Rome, et elle a écrit un livre d'entretien que j'ai traduit, qui s'appelle Le métier de cinéaste, que j'ai traduit pour Le Seuil, et donc je suis resté très lié avec Rita, je la vois très très régulièrement, je vais la voir à Gênes, et donc ça fait partie, si bien que Fellini fait complètement partie, et je suis devenu aussi ami, en fait, de deux autres personnes, une extraordinaire qui s'appelle Rosita Stenbeck. Rosita Stenbeck était une étudiante hollandaise qui a débarqué à Rome pour interviewer Moravia. Et donc, bon, elle a interviewé Moravia, et Moravia lui dit, tu sais, hein, tu devrais rencontrer un ami à moi qui est Fellini. Et donc, il lui a présenté Fellini, et elle a écrit un livre qui s'appelle La dernière femme, et où elle raconte sa double liaison avec Moravia et avec Fellini. Elle avait 23 ans, à ce moment-là, 24 ans. Elle s'appelle pas maintenant Rosita Copioli, non? Non, Rosita Stenbeck. Elle a gardé son même nom. Elle est devenue un écrivain important. Parce qu'il y a eu une autre auteure qui s'appelle Rosita Copioli, qui a écrit un livre aussi de souvenirs sur Fellini. Sur Fellini. Non, mais là, je croyais qu'elle avait épousé un Italien. Et non, pas du tout. Elle est restée écrivain. Elle était à ce moment-là. Elle est figurante dans Ginger et Fred. Il y a une petite séquence, vous savez, à la cantine où on voit Mastroianni qui parle avec différentes personnes. Mais là, c'était à ce moment-là qu'elle a eu une liaison. Oui. Ah oui, alors qu'il était vieux, donc. Il était très âgé, bien sûr. Et elle avait 23 ans. Et donc, d'accord, non, tous les deux. Je pensais que c'était à ses débuts. Non, oui, pas du parce tout. que Rosita Copioli, elle est plus âgée, oui, effectivement. Non, maintenant, elle a une 60aine d'années. D'accord. Rosita. Et elle est restée, on est très très amis encore avec elle, donc je la vois toujours quand on va à Rome, et donc elle a écrit ce livre où elle raconte la double liaison qu'elle avait avec Moravia et Fellini, et la dernière personne liée à Fellini que j'ai rencontrée, bon, on est moins amis personnellement, mais enfin on a collaboré ensemble, c'est Nicola Piovani, qui est son dernier compositeur, musicien après la mort de Nino Rota. Et on a fait ensemble, et avec Alfredo Arias, justement la comédie musicale Concha Bonita, dont il a écrit la musique. Et c'était bien sûr émouvant, parce que de savoir qu'il avait travaillé avec Fellini et qui aimait beaucoup le musical, qui adorait le musical, exactement. Et donc pour lui c'était naturel, parce que justement Concha Bonita est vraiment une comédie musicale de musical, c'est pour ça que type musical, oui. Oui, et donc Fellini, bon, moi je continue à revoir régulièrement les films. On avait présenté avec Rita Cirio, nous sommes allés à Rimini, et on a présenté les clips publicitaires qu'il a fait, hein, quand il n'arrivait plus à faire de films, et il a fait des clips publicitaires absolument formidables. Et on est allé au Fulgor, dans le fameux cinéma de Rimini. Et là, j'ai rencontré la sœur de Fellini, donc on a parlé. C'était une soirée très émouvante où on diffusait les films, voilà. Et j'ai été amené aussi, il y a quelqu'un dont on n'a pas prononcé le nom encore, voilà. Elle apparaît quand même in extremis, c'est Claudia Cardinal. C'est pour ça que j'allais vous poser la question. D'autant qu'elle est aussi de Tunisie. Oui. Et que c'était une des images pieuses de Fellini. Voilà, donc c'est la beauté dans tout ça. Et la pureté, en même temps l'innocence, enfin bon, qualité qu'elle a eue jusqu'à sa mort, Claudia. Moi je l'ai rencontrée aussi, c'est vrai qu'elle avait un abord très, très sympathique, très
très naturel, quoi. Très naturel, très chaleureux. Et moi, je l'ai rencontré par le théâtre, hein, puisque... oui, mais je l'avais noté, mais on peut pas parler de tout. Non. Mais enfin bon, elle apparaît quand même là, in extremis, à travers Fellini, ce qui est sympathique. Surtout que elle apparaît dans 8 et demi, c'est une apparition, puisque c'est la jeune fille de La Fontaine, et c'est l'actrice qui l'a choisie. Alors, puisque c'est un métafilm, donc un film en train de se faire, ou de ne pas se faire. Ou de ne pas se faire. On l'a à la Cinémathèque française, justement, parce que j'ai traduit l'entretien de Claudia avec Moravia, et nous l'avons joué, elle et moi, tous les deux, à la Cinémathèque. Je lui ai proposé, je lui ai dit, vous voulez pas qu'on le lise? Et donc, nous l'avons lu tous les deux lors d'une rétrospective Moravia, Moravia au cinéma. Et nous l'avons joué tous les deux dans la grande salle, grand auditorium de la Cinémathèque. Donc moi, je faisais le rôle de Moravia. Elle faisait son propre rôle 40 ans plus tard. Et c'était extrêmement émouvant. Et vous voyez, elle avait à ce moment-là 70 ans. Et très naturellement, elle a accepté de faire son propre rôle à 20 ans, donc 50 ans plus tôt, et avec beaucoup de gentillesse et de disponibilité. Enfin bon, ça c'est typique de Claudia. Si on a une heure de plus, on peut aborder Anouk Aimée. Non, je plaisante. En tout cas, si merci vous voulez, beaucoup. moi je veux bien. On fera une deuxième émission, hein, parce que là, oui, non, j'avais noté d'autres noms. Et bon, de Sica, on en a parlé. On a parlé à peu près de tout ce que j'avais plus ou moins prévu. Oui, voilà. Anouk Aimée, bon, on peut quand même dire un petit mot de Anouk Aimée. Donc Anouk Aimée, qui était aussi une femme adorable. Qui est le même type de femme. C'est pour ça que je faisais que Claudia. Mais Anouk, c'était plus compliqué parce que elle avait plus de problèmes avec son image de femme vieillissante. Mais nous avons fait quand même des choses, puisque je lui ai proposé au festival de Spoleto de lire des textes de Moravia qu'elle connaissait. Elle connaissait absolument tout le monde en Italie, en fait. Anouk, à travers Fellini, à travers la carrière qu'elle a faite au cinéma italien également. Et voilà. Mais bon, et il y avait autre chose qui nous réunissait, Anouk mais moi, c'était l'amour de Jean Genet, puisqu'elle était très très amie de Jean Genet, qui avait été témoin de son mariage avec Papadakis. Et qui avait fait Les Abysses, donc il y avait un lien très très fort, et elle me parlait toujours de Mademoiselle, le scénario dont s'est emparée Jeanne Moreau, mais qui avait été écrit pour Anouk Aimée en réalité. Et donc il y avait ce lien un peu étrange, à travers Jean Genet, un peu inattendu, alors que pour Fellini c'était plus naturel. Oui. Ouais, et bon, moi je trouve merveilleux qu'elle ait pu faire le film, son dernier film avec Lelouch, le film qu'elle a fait avec Trintignant, qui est un petit genre film de remake, deuxième remake de Un homme est une femme. C'était très émouvant, effectivement. Extraordinairement émouvant, alors qu'il l'a tourné avec un portable, un téléphone portable, le résultat est tout à fait extraordinaire. Ça fait partie de ces miracles du cinéma, où brusquement un metteur en scène, il est singulier Lelouch, mais quand même commercial et tout, fait une sorte de petite merveille expérimentale avec deux immenses comédiens qui acceptent de se montrer vieillissants et tout, et c'est de la pure poésie, quoi. Et ça, c'est formidable que Anouk Aimée ait pu faire ce film avant de mourir. Oui. Bien, écoutez, merci. On pourrait parler encore 2 heures de plus, tellement que vous êtes passionnant, mais... Non, c'est le cinéma qu'il est. Ah oui, mais enfin, il y a aussi les personnes qui racontent le cinéma. C'est important.